Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 de Bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges, Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Aristide Oubida, le président du comité d'organisation de la table ronde Nouvelle Génération Burkina Faso, et Labidi Naba, membre du comité d'organisation. Avec eux, il sera question de la plaidoirie pour une prolongation de la transition jusqu'au rétablissement de la sécurité. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour, chers juges. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, très chers téléspectateurs. Bonjour, monsieur le président. Bonjour aux chers juges. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Twi TV. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Mon avant-propos rentre en droite ligne de ce que j'avais commencé hier. Hier, on a célébré deux champions. Bon, j'avais dans mon avant-propos célébré deux. Paul Domo et Aaron Bibi. Paul Domo qui a remporté le Tour du Faso. Aaron Bibi qui est rentré dans le célèbre livre des records de Guinness. Et puis bon, hier dans la journée également, on a vu qu'au niveau du taekwondo, on a également un champion africain qui est burkinabé, donc champion d'Afrique burkinabé catégorie moins de 80 kg. Félicitations encore à M. Faisal et également à l'ensemble des équipes de taekwondo du Burkina. Donc c'est également une autre étoile qui brille dans son domaine. Et donc je pense aussi que l'époque où nous partions applaudir, où on disait à nos sportifs, l'essentiel c'est de participer, l'essentiel c'est d'être, voilà, l'essentiel. Je pense que cette période est en train d'être révolue, pour ne pas dire qu'elle est révolue. Nous partons maintenant pour gagner. Nous partons pour arracher des médailles d'or, nous partons pour faire briller l'étoile burkinabé. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est pour ça que nous partons et nous prenons part aux compétitions. Et ça doit être effectivement, on doit réussir à inculquer cela dans le mind du jeune burkinabé. Pour que quand il part d'une compétition, qu'il ne dise pas « si j'ai réussi à arriver à ce niveau-là, déjà c'est bon ». Il y en a même qui n'ont même pas pu franchir cette étape-là. Bon, arriver à ce niveau, déjà c'est satisfaisant. L'essentiel, c'était de participer. Bon, ce genre de phrases-là, vraiment, ça refroidit les ardeurs. Mais voir qu'effectivement, on est en train de monter, c'est très bien. Donc félicitations encore à Faisal et courage à tous ceux qui sont dans leur domaine. En attendant, bon, la CAN aussi n'est pas loin. On attend beaucoup nos étalons du football. Bon, et ça, ils sont très attendus et ils le savent très bien. Alors, juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente audience du tribunal? Oui, merci Président. Aujourd'hui, devrait débuter la rencontre gouvernement-syndicat. On sait que c'est une rencontre traditionnelle qui permet de revenir sur certains problèmes posés par ce partenaire, quoi qu'on dise aussi, de l'exécutif. Mais voilà, il y a le contexte aussi qui s'invite à la réalité des choses et qui fait que, bon, ça ne peut pas se tenir. Et il y a même les syndicats qui avaient demandé ce report-là, et je rappelle, parce que la préparation a été inachevée du fait de la préparation inachevée de la rencontre liée au contexte marqué par des mesures répressives contre tous ceux qui émettent les avis critiques sur la gestion du pouvoir. Donc il rappelle que certains des leurs ont été réquisitionnés et ils disent aussi que le contexte en tout cas n'est pas serein pour des négociations parce que ces négociations-là devraient impliquer une liberté d'expression et d'opinion. Voilà que les derniers événements, les derniers clivages qu'on a eus s'exacerbent tant et si bien qu'on a une rencontre comme ça qui pour moi est majeure, qui permet que
ces partenaires-là se parlent pour le bien des travailleurs, pour le bien, parce qu'aujourd'hui, derrière un travailleur, c'est que vous avez, c'est des familles, voilà, donc c'est des éléments souvent qui sont mis sur la table. Donc on va dire, c'est des dommages presque collatéraux de ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai aimé une phrase dite ce matin par Ernest Villa, qui intervient très souvent au Moadi. Il a dit, on dirait que les gens en face, ils ont réussi, parce que la première chose, c'est de nous diviser. Et quand vous écoutez aujourd'hui les Burkinabés, c'est vraiment difficile, parce qu'il y a des antagonismes qui sont devenus plus criards que jamais. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre balle à terre dans tout cela, parce que chacun le fait au nom de l'amour qu'il a pour ce Burkina-là. Et donc, si on aime bien ce pays-là ensemble, je pense qu'on devrait pouvoir s'élever ensemble pour chercher à garder ce qui est majeur, c'est-à-dire que ce pays-là revienne dans sa paix. Parce que même ceux qui critiquent, ou ceux qui disent ceci ou cela, je pense que c'est parce qu'ils veulent que ça s'améliore. Et puis ceux aussi qui trouvent que quelquefois il faut quand même savoir, comment dire cela, mettre balle à terre, c'est parce qu'ils sont inquiets de ce que peut-être les critiques répétées là nous fragilisent parce qu'on n'en a pas besoin. Mais tout le monde le fait pourquoi? Parce qu'on veut que ce Burkina-là puisse aller de la meilleure des façons. Je pense que donc on doit savoir s'élever. Parce que sinon, ce qui est en train d'être donné aujourd'hui à la face, c'est un Burkina qui est très divisé. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse honneur aux uns aux autres. Et moi, c'est la leçon que je tire, par exemple, de ce report-là, où des rendez-vous où des Burkinabés se parlent, on est obligé de le reporter parce qu'on estime qu'on ne peut pas se parler aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, c'est des éléments qui doivent sonner comme des piqûres de rappel pour nous et qui doivent nous faire comprendre que ce n'est pas forcément la bonne façon d'être aujourd'hui. Merci, Geoffroy Vaha. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bien à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Sur initiative des organisations de la société civile, une table ronde sur la transition a été organisée les 4 et 5 novembre dernier, à 8 mois de la fin de la transition telle que définie par les assises nationales. La table ronde propose une nouvelle formule avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment sur la proposition de prolongation de la transition. Messieurs les juges, les convoqués sont à vous pour des questions de généralité. Juge Bougma. Mais j'y vais. Oui, allez-y. D'accord. Nous tous, on a appris qu'il y avait d'abord samedi des travaux et dimanche, il y a le parachèvement de tout cela qui s'est fait au Palais des Sports de Ouaga 2000. On a vu la mobilisation forte. Bon, la première question que je me suis posée, mais c'est qui organise ça? On a parlé d'OSC et tout, mais en clair, vous êtes qui? Ok, bon, je pense que la question me revient en tant que PCO. D'accord. Il faut dire que c'est la table ronde nouvelle génération, c'est une initiative déjà citoyenne. Okay. C'est-à-dire que à la base, ce sont des citoyens qui ont réfléchi et qui ont pensé que c'était bien qu'il y ait une réflexion sur ce qui se passe actuellement au Burkina et pour faire des propositions. Et ensuite, ça a été élargi pour pouvoir intégrer et d'autres organisations, des mouvements de la société civile et dans le comité d'organisation et également comme participants aux travaux. Donc, en gros, c'est une initiative citoyenne et venant de plusieurs mouvements en même temps, en fait. D'accord. D'accord, ok. Vous dites que c'est plusieurs mouvements qui viennent de différents horizons, mais après aussi, il y a eu des démentis sur des gens qui ont représenté des communautés. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Okay, Est-ce que ces communautés ont été formellement invitées ou bien c'est des gens qui sont venus puis dire je suis de telle communauté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ok, en tant que PCO, je sais que nous avons signé certaines invitations et je pense que l'invitation de la FEME, il faisait partie. Donc effectivement, nous avons eu beaucoup de travail à faire. L'organisation n'a pas été facile. Vous savez que nous avons réuni différentes personnes, des types de personnes. C'était vraiment de tout niveau. Et effectivement, quelque part au niveau de la présentation et des invités à prendre la parole, il y a eu des bémols.
Mais en tant que président du comité d'organisation, je prends mes responsabilités et j'ai déjà entamé des démarches pour également aller auprès de ces associations-là afin de donner de plus amples explications. Donc, autrement dit, est-ce que vous les avez formellement invités? Est-ce que ces associations ont formellement reçu des invitations à prendre part à cette rencontre? Oui, en tant que... Parce que je n'ai pas distribué les invitations, mais je sais que j'ai signé les invitations. Et beaucoup d'entre ceux dont j'ai vu les noms apparaître sur les invitations ont reçu les invitations. Donc il y en a qui ne sont pas venus, mais il y en a qui sont venus. Donc je ne sais pas, mais je sais que de toutes les manières, c'est un léger incident que l'on peut régler, parce que s'il n'y a pas de problème entre nous, on peut le régler. À la base, c'était juste pour bénir la journée, en fait. Toutes les religions puissent bénir, en fait, c'est ça. Vous estimez que c'est un léger incident? Il s'agit de deux communautés religieuses tout de même qui ont pondu des communiqués en réaction à ce qui s'est passé. Oui, ce que je voudrais ajouter à ce que le PCO dit, c'est que les invitations, le PCO il était très occupé et tout, mais dans la pratique, visiblement les invitations ne sont pas parvenues à ces organisations-là formellement. Donc ils n'ont pas reçu. Voilà, ils ne l'ont pas reçu. Et comme ils le disent d'ailleurs dans leur explication, maintenant c'est dans l'organisation, comme le PCO le dit. Il faut dire que la table ronde a regroupé, voilà, c'est une rencontre cosmopolite, hétérogène, de mouvements, d'associations, de fédérations d'associations, de coalitions d'associations, donc, et de leaders d'opinion et de la population, tous autant avec leurs compétences et tout. Maintenant, dans l'organisation, au départ, il a été demandé, le MC a demandé en fait que une prière soit portée. Et c'est dans cette demande-là que un monsieur s'est prononcé. Et maintenant, je pense que le MC, en le prononçant, en l'appelant, en l'annonçant, a dit qu'il était le représentant de quoi. Et tout de suite, il a été interpellé. Il a été interpellé pour que vraiment le dérapage ne parte pas loin. Sinon, on a voulu une prière de la communauté, en tout cas d'un religieux musulman, d'un catholique et éventuellement d'un traditionnaliste. Voilà, on a voulu ça voilà, tout à fait. Voilà. Donc c'est de là que c'est venu. Voilà. Comme PCO le dit, on a pris les mesures nécessaires pour rentrer en contact avec ces différentes organisations que nous respectons très bien au regard de leur impact dans notre vie sociale, afin de réparer cette situation-là. D'accord. On parle d'une table ronde que vous avez tenue les 4 et 5 novembre dernier, ce week-end donc. Une table ronde qui a eu un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles une prolongation de la transition que vous souhaitez. Quelles sont les recommandations que vous avez retenues à l'issue de ces 2 jours de travaux? Il faut dire... le PCO pourra ajouter, il faut dire que dans la déclaration finale, il y a eu 9 points. Voilà, 9 points. D'abord, la table ronde s'est réunie autour du thème « Accomplir ensemble notre mission générationnelle de libération et de refondation du Burkina Faso ». Et les travaux ont permis voilà, de consigner 9 points où on a l'armée populaire, on a en matière d'économie des propositions, en matière de gouvernance, en matière agricole, en matière de transformation et de refondation de nos institutions, voilà, en matière de coopération internationale, et même l'AES n'a pas été mise en reste. Ce que je voudrais dire, c'est que la table ronde n'avait pas le thème, mais elle n'avait aucune orientation. On a appelé des gens qui sont venus
ce sont ces personnes et ces associations. Les régions aussi ont exprimé leur vœu de quelque chose par rapport à la situation que le Burkina Faso traverse, et surtout dans la seule motivation qu'ensemble nous puissions conjurer le terrorisme, et après cela qu'ensemble nous puissions refonder ce pays-là afin d'éviter les éternels recommencements. Donc c'est à l'issue des travaux que ces recommandations sont sorties, d'où la recommandation qui a retenu beaucoup l'attention de beaucoup de médias, celle de la révision de la charte, afin de donner encore du temps aux autorités actuelles afin de lutter contre le terrorisme et d'apporter cette transformation tant attendue en matière de refondation de notre pays. Juge Favara. Oui, vous dites que vous avez appelé un certain nombre de composantes de notre société pour réfléchir sur comment est-ce qu'on avance dans ce pays, dans ce contexte-là. Vous dites avec aucune orientation, mais pourtant il y avait plein de pancartes. Le capitaine Ibrahim Traoré jusqu'en 2030. Bon, si ça c'est pas ou à vie, bon, si ça il n'y a pas d'orientation, moi je suis un peu surpris. Je peux intervenir. En fait, ce dont vous parlez, c'est au niveau du jour 2, qui a été le jour qui a été choisi pour la restitution et le rassemblement populaire. Donc dans le rassemblement populaire, vous avez toutes les couches, vous avez ceux qui soutiennent à fond, qui étaient là également. Donc vous avez pu voir, mais au niveau du premier jour, le jour des travaux, c'était vraiment, ça venait de partout. Il fallait consigner sur le champ et consolider tout ça toute la nuit afin de pouvoir faire sortir ce document-là. Voilà. Donc sur les pancartes où on appelle, on déclare que voilà, Ibrahim Traoré au pouvoir pour 30 ans, c'est ce que vous disiez, hein, à vie, tout ça. 2030, voilà. Voilà. Il y avait plein de pancartes. Il y a des pancartes comme ça qui ont été vues. C'est pas des pancartes même, c'est du bien produit, hein, c'était bien grand là. Oui, des affiches. Voilà. Il faut dire vous n'avez pas raté ça quand même. Oui, vous avez bien vu ça. Comme vous me demandez si c'est des ça. Tout à fait. Bon, vous avez vu, j'étais dans la salle, non? Donc vous savez de quoi je parle. Il faut dire que... Non, vous savez de quoi je parle. Pourquoi que vous me demandez? De toute façon, nous aussi, on a aussi vu ça. Ah, d'accord. Et nous sommes en fait responsables de la convocation de toutes ces personnes, de toutes ces associations. Et je vais vous dire qu'il y a d'autres associations qui n'ont pas marqué de leur présence pour des raisons qui voilà. Qui vous ont signifié qu'elles ne viendront pas non, qui n'ont même pas répondu. Et voilà. Maintenant, nous ne sommes pas responsables en fait du message que chaque association a pu porter, mais nous avons essayé quand même de regarder afin que dans le discours public et dans le message public, il soit citoyen. Autant des personnes veulent que la transition s'arrête en juillet, bon, autant il faut accepter que des personnes veulent que ça s'arrête. Ça a été défini ainsi par les assises nationales. Oui, tout à fait. La charte définit cela, mais nous savons tous que à 8 mois de juillet 2024, nous savons tous, et nous, dans notre conscience, que rien n'a été encore enclenché en termes de processus électoral et tout. Et donc nous savons tous que l'échéance J 2024 sera difficile à tenir, eu égard à tout ce qui se passe sur le terrain et au niveau, je dirais, au niveau politique. Alors, vous souhaitez que la transition se prolonge officiellement, hein, parce que vous dites les pancartes, les affiches, vous êtes responsable des convocations, mais pas forcément des messages que nous avons vus. Mais pour vous, la transition devrait être prolongée de combien de temps?
ce que vous avez clairement demandé qu'on doit retenir. Ok, merci beaucoup, juge Bouma. En réalité, la transition se prolonge, comme je l'ai toujours dit. Il faut savoir exactement ce qu'on veut au Burkina. Et est-ce que nous voulons rester dans le carcan du temps, du timing? Et quand le temps est là, il faut tout laisser tomber et tout recommencer. Ou bien on veut quelque chose qui aille jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on veut? Si on dit qu'on veut que la sécurité, jusqu'à ce qu'il y ait la sécurité pour tous les Burkinabés, pour tout le Burkina Faso, là oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps précis, mais il y a des actes que nous attendons en fait. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Burkina soit vraiment libéré de ce joug du terrorisme. Ce qui veut dire que si on doit y aller jusqu'à 20 ans, à 50 ans, on prolonge la transition ainsi jusqu'au retour nécessairement de la sécurité dans ces 50 années. Bon, là maintenant, ça dépend de tout un chacun. Mais moi particulièrement, je sais que ça ne peut pas aller. En tant que table ronde, en tant que PCO, quel est le délai que vous avez fixé? En tant que PCO, il n'y a pas eu de délai. On a juste demandé la prolongation jusqu'à ce que le territoire burkinabé soit dans son intégrité et récupéré. D'accord. En fait, même ceux qui parlent des élections ne font pas de la fixation sur la date de juillet 2024. Pour la simple raison que le Burkina, d'ailleurs, en son temps, avait su bien négocier avec la CEDEAO pour obtenir ce qu'ils ont appelé le compromis dynamique. Oui. Alors, ce qui fait que si la situation se stabilise même avant les délais, les élections allaient être organisées. Exact. À défaut, les élections allaient être reportées. Donc le report n'est même pas un problème. Même pour les hommes politiques, ou pour ceux qui disent que les élections doivent être organisées en juillet, ils ne font pas de la fixation. Mais compte tenu du fait que ça a été une date qui a été obtenue de façon consensuelle, le maintien de la date des élections a été réaffirmé. Quand le capitaine venait au pouvoir, il a dit les dates seront respectées, les délais seront respectés. La charte de la transition le dit, alors que même la révision de la charte c'est prévu. Est-ce que c'est compliqué pour les acteurs qui s'étaient vus pour s'entendre sur ces questions-là, reviennent encore se parler? Est-ce que c'est un problème à ça? Non, parce que nous avons profité. C'est ce que je disais. Ça veut dire qu'il fallait réfléchir surtout. Ce n'est pas seulement la prolongation qui était le seul sujet. On a eu plus d'une vingtaine de motions qui ont été consignées et pour transmettre ces motions-là. Maintenant, concernant la date, nous savons et nous connaissons l'existence de l'article 19 de la charte qui permet sa révision, entre autres. Mais il faut un levier pourquoi est-ce que je vais aller changer? Quelle est la motivation? C'est vous le levier, c'est le rendez-vous le levier. C'est quelque chose que nous avons voulu pour pouvoir donner. Et voilà pourquoi hier nous sommes allés au niveau de l'ALT pour aller remettre la déclaration et les différentes motions ainsi qu'à la Cour constitutionnelle. Et effectivement pour pouvoir permettre aux gens de tout. Parce que nous aussi on veut pousser. Ça veut dire la population. Si vous ne poussez pas, les autorités, le ministère de l'administration du territoire qui s'occupe de ces questions et puis des questions électorales, vous pensez que si vous ne poussez pas, ces assises ne peuvent pas être reconvoquées pour parler de cette date-là, que les autorités n'allaient pas prendre l'initiative au moment venu? Vas-y. Oui, en fait, ce n'est pas exactement ça. Vous savez, quand il y a eu l'insurrection populaire en 2014, il lui fallut une table ronde pour appeler toutes les forces vives afin de tracer les sillons du nouveau Burkina pour éviter l'éternel recommencement. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Quelques années plus tard, on a eu des élections, tant bien que mal, mais au deuxième mandat, un coup d'État survient. Dans la même année, un autre coup d'État survient. Il faut qu'on se pose finalement la question, mais qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso pour que entre insurrection et coup d'État, notre pays soit émaillé de ces soubresauts? C'est pourquoi cette table ronde dit, il y a une opportunité qui est là, rassemblons-nous
sans distinction de religion, de parti politique, de race, ni de sexe. Appelons tout le monde et pensons le Burkina Faso. Il y a un défi majeur qui est là, c'est le terrorisme. Comment on fait pour sortir de ça? Et des choses ont été dites. Et comment surtout on fait pour poser un socle d'un nouveau État burkinabé, de nouvelles institutions qui vont garantir justement un Burkina de 100 ans. Un Burkina qui n'est pas émaillé par ces interruptions. C'est pourquoi, dans les réflexions, beaucoup ont dit, mais écoutez, il y a la question aussi de la refondation des institutions. Il y a la question aussi du nouveau Burkina, et qui demande justement à ce que les mêmes autorités qui sont là puissent avoir un temps, non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour opérer ces transformations structurelles et profondes de notre État. C'est pourquoi il a été justement, quand on a tous lu la charte, la dernière charte là, la transition, on a vu qu'à l'article 19, il était possible, l'article 19 disposait que l'initiative de la révision de la charte est consacrée par le président de la transition et par le tiers des membres de l'Assemblée nationale. On a dit, tiens, on a un courant qui se déroule. Bon, on a des militaires qui sont au front, on a un gouvernement qui est aussi là. Nous, on va, étant donné que ça ressort dans les travaux, on va porter le message aux autorités en leur disant, ben écoutez, essayez de regarder dans ce sens-là, afin qu'on n'ait pas encore de la polémique quand J va s'approcher, et on ne sait pas quand la polémique arrive, et on ne sait pas quand et comment les démons les démons peuvent profiter de l'occasion pour justement nous mettre encore dans une situation de désordre. D'accord. Alors, l'un de vos points pour créer le Burkina nouveau, c'est d'assainir la vie politique, les partis politiques. Qu'entendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu pour l'assainissement? Déjà, au niveau du point, je pense que ce point-là, c'est... Ok, au niveau des partis politiques, les gens ont évoqué le nombre des partis politiques, et ils ont proposé quand même de pouvoir réduire le nombre et de pouvoir mieux structurer les textes qui régissent les partis politiques. En quoi faisant exactement? Exactement, c'est-à-dire que au niveau des partis politiques, vous savez que actuellement vous avez, il y a un certain nombre au niveau du financement des partis politiques. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup parlé de ça. Il fallait réduire non seulement le financement, il fallait réduire également le montant, limiter le montant à injecter dans les campagnes. Voilà, parce que les gens ont... Le réduire à combien? Ils ont dit de limiter à un montant plus bas, en fait. De limiter, de réduire le montant de tout. Donc on a pris toutes ces propositions parce qu'au niveau du montant, il y avait beaucoup de disparités. Donc, quel est ce montant? Le montant du financement des partis politiques. Puisque vous en parlez, vous maîtrisez? Non, parce que le montant du financement des partis politiques est différent. Ça dépend du parti politique. En fonction du montant, de quel pourcentage vous demandez à ce que l'on puisse... Les gens ont demandé au moins à 50%, ou certains même sont allés à 25% de réduction. Surtout au niveau des campagnes politiques. Parce que les gens ont trouvé que, bon, beaucoup de gens ont dit qu'il y a de l'argent qui est gaspillé, et ça pourrait servir pour le pays si on restructurait tout cela, en fait. En plus de ce que PCO vient d'exposer brillamment, il faut dire que le problème du Burkina Faso vient aussi quelque part
de notre engagement politique et de la structuration qu'on a eue à ce niveau. On est resté un peu dans une sorte de mimétisme où vous avez des partis politiques dits social démocrates, des partis politiques des libéraux, des quoi. Bon, vraiment, pour nous, déjà, il faut que le parti politique porte une idéologie endogène qui vienne vraiment des aspirations du peuple qu'il prétend représenter. Et c'est dans ces partis politiques que vous voyez les liens morganatiques qui existent entre partis politiques et OSC, que des gens appellent le OSC, mais ça vient de là. Vous allez voir dans les statuts des partis politiques des organes en charge des OSC. C'est morganatique et c'est improductif. La société civile doit être un organe qui est à équidistance de tous ses pouvoirs. Donc nous souhaitons que le nouvel homme politique et le nouveau parti politique qui naîtra, si tant est que nos propositions sont prises en compte, tiennent vraiment compte de cela et que le parti politique soit vraiment un organe qui pourra jouer son rôle de conscientisation, de formation des citoyens, afin qu'ils soient véritablement des Burkinabés. Quand je dis Burkinabés, des gens épris des valeurs de dignité et d'intégrité. Donc voici aussi quelques éléments importants qui nous devons enclencher afin de ne pas retomber dans les mêmes travers. La question de Bernard Bougma demeure, parce que vous parlez des valeurs. Là, on est dans une question de moralisation d'un espace. Comment, avec des textes, on le moralise? C'est ça, en fait, la question de Bernard. Qu'est-ce que vous attendez, notamment en termes d'encadrement textuel, pour qu'on ait, sur cette sphère-là, le meilleur pour un Burkina qui puisse avancer? De quel type de changement vous avez parlé là-bas tout à l'heure? C'est vrai que vous nous avez donné des pourcentages, mais moi, les pourcentages, c'est pas ça qui parle. Concrètement, qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce qu'ils savent de l'accompagnement en termes de finances publiques pour les partis politiques? En quoi est-ce que, pour ce qui est donné déjà, quand vous écoutez les partis politiques, ils vous disent que c'est des maigreurs, c'est pas grand-chose. Et encore que, même, il y a des conditions, quelquefois aussi, de recouvrement, dans certaines conditions et tout. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus? Et puis, pour eux, qu'est-ce que l'État peut sacrifier? Parce que, quoi qu'on dise aussi, si vous voulez que des gens soient dans comment on appelle ça, dans la fonction de sensibilisation sur un certain nombre d'éléments, ça veut dire qu'il va falloir les accompagner quand même au minimum. Donc sur la base de quoi et comment? C'est peut-être ces éléments-là concrets, peut-être qu'on veut avoir. Sinon, si c'est pour moraliser cette scène-là, je ne pense pas que ce soit seulement des tests qui vont pouvoir changer les choses. Parce que là, on parle de l'homme politique lui-même. On ne parle pas de la politique en tant qu'exercice. Ok. Déjà, il faut dire que dans le même point, au niveau de la déclaration et dans les motions, c'est quand même prévu que les gens s'asseyent ensemble pour réfléchir. Les politiques et les gens qui sont au pouvoir. Ils doivent réfléchir parce que ce n'est pas un truc qu'on décide unilatéralement, qu'on impose aux politiciens. Non. Ils doivent s'asseoir ensemble pour décider ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a une introspection qui sera faite et les gens vont essayer de se donner les idées pour pouvoir trouver le juste milieu qui arrange le Burkina Faso. On a vu aussi que sur certaines questions, l'autorité a voulu les rencontrer. Ils ont dit, bon, au moins sur les questions, permettez-nous d'aller consulter nos bases et puis venir, on va discuter ensemble. Et ils disent ça encore, c'est pas possible. Donc, si on ne peut pas rencontrer nos bases pour discuter de certains nombre d'éléments, comment ils viennent s'asseoir avec les autorités aujourd'hui pour discuter de quoi? Peut-être que dans la recommandation, vous demandez la suspension. Non, la recommandation, on demande
quand même de pouvoir s'asseoir avec, c'est très important pour mais les politiques ont posé déjà un problème sur la question de discuter avec les autorités. Ils ne vont pas venir en tant que président de parti politique discuter de questions sur lesquelles ils ont une base qui doit avoir un avis, qu'ils doivent consulter. Et dans l'impossibilité de pouvoir consulter la base du fait de ce qu'on connaît en termes de contexte, ils disent c'est difficile de venir comme ça voilà, participer à des rencontres. Donc si on ne touche pas si on ne règle pas le problème, comment est-ce qu'on a ces discussions-là? Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a deux façons de se rencontrer. Il y a la façon où je viens en tant que politicien adossé à une base, et il y a la façon où je viens en tant que humain d'abord avant d'être politique, et cette partie-là est très importante parce que c'est là-bas que l'on va pouvoir se dire quand même, est-ce que vous voyez cela, est-ce que vous pensez que c'est bon, et à la sortie de ça, peut-être qu'on peut organiser maintenant les rencontres formelles. Oui, mais donc vous ne demandez pas aux politiciens de venir parce que le politique c'est sa base. Qu'est-ce qu'on fait de la mesure de suspension puisqu'il ne peut pas avoir d'activité politique? Il y a une mesure de suspension qui les empêche de se réunir. Et le ministère de l'administration territoriale avait voulu les rencontrer sur un certain nombre de faits par rapport au code électoral. Ils ont rappelé la mesure de suspension. Aujourd'hui, vous appelez ces politiciens à venir sur la table de discussion et le juge Geoffroy Vara vous demande qu'est-ce qu'on fait de cette mesure de suspension qui bloque. Est-ce que vous demandez également à ce qu'on lève la mesure de suspension pour qu'ils puissent se rencontrer? Il faut dire que dans le vœu justement de refonder, en tout cas de penser le nouveau Burkina via les partis politiques et tout ça, il est notoire que les autorités actuelles devraient justement créer le cadre de rencontres avec ces partis politiques. Et je pense que est-ce qu'il y a il n'y a pas un décret qui les empêche de mener leurs activités? Je pense que c'est une autocensure, car l'avènement du MPSR, puisqu'on avait parlé de quoi débordant. Non, vous dites autocensure, il y a eu des rappels quand même à l'endroit de certains partis politiques émanant du ministère de l'administration territoriale. Donc, quand vous parlez d'autocensure, moi je pense que... Et puis une question. Comme vous avez parlé de ces aspects, il y a eu des partis politiques qui sont venus, qui ont participé à vos échanges? Pas en tant que parti politique. Il y a eu... pas des représentants, des hommes politiques qui ont participé à la rencontre. Qui par exemple? En tant que, vous savez, pour ne pas créer d'amalgame là-dessus, on préfère... Mais là, on se retrouve un peu sur rattrapé par, comment dire ça, le problème du départ, avec la FME, où... Parce que la FME, la FME parle même d'imposture. Je ne sais pas si je trahis quelque chose, mais si je me trompe. Oui. Je veux dire, c'est-à-dire que quand on fait un genre de rencontre comme ça, et que vous avez des éléments qui soient là, dans la non-maîtrise du titre personnel ou du représentant comment on appelle ça, d'une organisation ou quoi que ce soit, c'est un peu problématique. À la fin, moi je ne sais pas, quand vous présentez des points qui sont des recommandations, qui sortent de large discussion, avec lesquelles on a eu toutes les couches, alors que chacune des personnes qui vient, on dit bon, il est venu à titre personnel, on ne sait même pas qui représente quoi. Ça devient problématique. Non, lesquelles couches maintenant? Non, vous savez déjà, dans le cadre de la transition, nous sommes dit que les vestes corporatrices devrait être mis de côté pour que chaque citoyen puisse apporter sa pierre en tant que citoyen afin que on puisse justement apporter le changement. C'est le corporalisme qui a été quelque part aussi, qui a créé quelque part aussi ces difficultés. Donc, par rapport à cette table ronde, où les invitations n'ont pas été données, par exemple, à des partis politiques clairs. Mais il y a eu des messages qui ont été lancés, des messages publics,
où on a invité tous les citoyens à venir. Et c'est dans ce cadre-là que, personnellement, j'ai vu des responsables de partis politiques qui étaient là, dans la foule, dans la masse, pour participer à la restitution. Je ne parle pas du jour 1. Donc le jour 1, la question des politiques, ça s'est fait sans eux. Ça a été discuté comme ça. Non, vous savez, c'est cette fixation de politique et autres. Sans le politique, il n'y a plus rien n'est bon. Non, c'est parce que c'est une composante de la société. C'est ce que j'ai dit. Exactement. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais l'appel a été lancé à tout le monde. Pour pouvoir participer justement à ça. Et je le disais tantôt, il y en a qui ont reçu, puisqu'on a activé aussi certaines personnes de certains milieux d'influence pour que le message puisse passer. Allez-y, juge. Oui, en plus du politique, dont certains de vos partisans ne sont pas du tout tendres, il y a l'intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par intellectuel et qu'est-ce qu'ils reprochent aux intellectuels? Là, je ne comprends pas. Oui, il y en a qui disent que nos problèmes, ce sont aussi nos intellectuels, les bacs plus 30, les bacs plus ceci. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces intellectuels? Bon, vous savez, nous déjà, sur ce plateau-là, nous sommes tous des intellectuels. Ah bon, ouais. Ah, ok. Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, il faut que l'intellectuel que nous sommes, sachions en fait que notre responsabilité en tant qu'éclairé, l'intellectuel c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un certain nombre de bagages, qu'il doit justement, de bagages cognitifs, qu'il doit justement apporter pour la construction de sa société. Il faut que nous sachions nous fondre avec ceux dont... quand nous avons le pouvoir d'État, un levier du pouvoir d'État, ceux dont nous sommes véritablement invités à travailler pour. Je parlais de ceux qu'on... Moi, je pense que c'est une stigmatisation, ceux qui sont dans les ronds-points et tout ça, puisque les messages anti-intellectualisme et anti-intellectuel viennent souvent de ces milieux. Vous êtes contre ces types de messages-là? Vous ne partagez pas le point de vue de ces messages qui émanent souvent des ronds-points? Un message anti-intellectualiste? Je comprends le message. Parce que quand vous prenez par exemple le Burkina, comment la démocratie par exemple est rentrée dans notre pays? C'est rentré par le haut. C'est toujours l'élite, l'intellectuel qui a fait les choses. Depuis 1960 à aujourd'hui, qu'il soit civil ou militaire, c'est toujours l'intellectuel. Mais qu'est-ce qu'à la base, nos populations ont pu avoir en termes d'épanouissement, en termes de bien-être, en termes de santé, d'éducation et en termes d'autosuffisance alimentaire? Je dirais zéro. Donc c'est pourquoi il y a justement un grand clivage qui a été maintenu pendant des années et que l'opportunité d'aujourd'hui où la parole est donnée à la base. Vous voyez encore en haut, qu'est-ce qui se dit? Qu'il y a une hypothèque de la liberté d'expression. Pourtant, quand on a un examen holistique de la situation, on a plus de personnes qui libèrent la parole, qui disent ce qu'ils pensent, que ceux qui ont eu la parole de 1960 jusqu'à aujourd'hui, de père en fils, qui étaient sur les plateaux télé, qui étaient à la presse et tout, et qui faisaient justement, et qui donnaient l'orientation de ce que doit être le Burkina. Aujourd'hui, il y a eu une sorte de cassure qui s'est passée aussi dans d'autres nations, comme en France. Avant 1789, la parole était caporalisée par la monarchie. Il lui fallut la révolution où, voilà, cette liberté d'expression d'ailleurs a été ancrée dans la déclaration où le paysan, le sans-culotte avait désormais la parole et chaque citoyen pouvait dire ce qu'il pense. Donc je pense qu'il faut que nous capitalisons ça pour
profiter de cette occasion-là, prendre les préoccupations de ces derniers, afin de voir ensemble comment on transmute ça en sillon de notre État. C'est d'ailleurs une opportunité pour tous les acteurs, hein, parce qu'on en est arrivé là, parce que nous aussi, les intellectuels, nous avons participé à cela. Donc quand on écoute les éléments ces éléments-là, nous rendons compte en fait que ils se sont sentis dupés pendant longtemps. Et aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à une certaine classe, je dirais même la classe politique. Et dans cette certaine classe-là, il y a nous autres, les intellectuels aussi. Nous sommes dedans parce qu'ils pensent que c'est vraiment nous qui avons quand même envoyé ces différents chaos. Donc je pense que c'est quelque part une opportunité pour tout le monde de pouvoir quand même s'asseoir et de redéfinir les choses. Parce qu'on est tous des Burkinabés. Que tu sois intellectuel ou non intellectuel, tous nous sommes des Burkinabés. Et nous avons tous droit à la parole, les uns que les autres. D'accord. Voilà. Alors, vous avez regroupé des forces vives venues de différentes localités, un peu des 13 régions du Burkina. 2 jours durant, on se dit que ça a quand même coûté un peu. Vous, en tant que président du comité d'organisation, on a même vu circuler des messages où vous avez quand même subventionné pour le déplacement de certaines populations. Combien ça a coûté pour ces 2 jours de travaux? Ok, je dis toujours, partout où je vais, hein, que c'était une opportunité. C'est vrai que j'étais le président du comité d'organisation, mais j'ai eu à remarquer vraiment que il y a vraiment des patriotes. Et c'est ce qui est quand même quand même étonnant venant de personnes que l'on pense toujours qui ne savent pas les choses, mais qui sont vraiment patriotes. Donc quand on dit 80%, 90% de tout ce qui a été reçu, c'était vraiment le patriotisme. Parce que nous avons reçu des gens, des personnalités qui ont mis à disposition, par exemple, leur car pour pouvoir transporter des gens de telle localité au Palais des Sports. Il y a des gens qui ont offert, des restauratrices qui ont offert même à manger à des centaines de personnes, dizaines de centaines de personnes. Donc c'est sur budget zéro? Non, je ne dirais pas sous budget zéro parce que le comité d'organisation aussi est composé de personnes. Donc le comité d'organisation aussi a mis la main dans la poche pour pouvoir quand même... mais il faut reconnaître que malgré tout ça, c'était pas facile. C'était très serré, mais l'objectif en valait quand même la peine. Nonobstant ce soutien, ça vous a coûté combien au Bambo? On a vu une salle des sports de Ouagadougou, le palais des sports qui était plein à craquer. On a vu les différents véhicules. Vous ne nous direz pas que tous ces véhicules qui ont convoyé ces citoyens l'ont fait gracieusement. J'ai parlé des messages que nous avons vus, des échantillons de messages où vous, en tant qu'organisation, vous avez décidé de subventionner pour un certain nombre de personnes. Combien ça a coûté au Bambo, toute cette organisation, 2 jours durant, je précise? En tant que président du comité d'organisation, je pense que les chiffres, nous n'allons pas partager les chiffres parce que c'est quand même ce qui est sûr. Vous pourrez savoir que les gens ont donné et en nature et en numéraire. Oui, les gens ont vraiment participé. Il faut dire que beaucoup ont participé et ont voulu rester dans l'anonymat. Voilà. Nous-mêmes, membres du comité d'organisation, il faut dire d'abord que c'est une initiative qui est portée par plusieurs associations, plusieurs mouvements. Et ces différents mouvements ont tenu à mettre la main dans la poche par la contribution de leurs membres et tout. Et cela a permis justement au niveau fonctionnel de pouvoir faire tourner un certain nombre de choses. Quand le message est passé sur les réseaux sociaux,
il y a eu des bonnes volontés qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait et qui ont apporté des contributions. L'écart, ce sont des gens qui ont mis leur propre carburant et puis qui ont pris en charge leur chauffeur et puis qui ont contribué. C'est comme aujourd'hui au niveau des ronds-points que nous cherchons et que nous connaissons un peu mieux. On a vu beaucoup dans la salle. Beaucoup d'acteurs. Oui, les cellules de veille ont été aussi conviées parce qu'on voulait vraiment quelque chose d'hétérogène. Il faut dire qu'on entend souvent que c'est des personnes tenues gracieusement et tout, mais pour ma propre expérience, une nuit j'étais avec eux et qui je vois venir, c'est un ami opérateur économique, je suis gérant de société, qui est venu nuitamment et offrir des kits et autres, et il disait que c'est sa contribution à ce que ces jeunes font en termes de veille. Bon, c'est une parenthèse, quoi. Pour dire que le patriotisme dans ce pays, il est le mieux partagé. C'est exactement comme ce que vous faites tous les jours. 2 minutes d'émission, juge Baha. Moi, quand je vois un peu, je cherchais à sonder, à voir l'esprit de ces jours de travaux là. Et le pourquoi. Moi, j'ai vu l'ALT qui a fait aussi ses missions, qui a essayé de recueillir les avis des Burkinabés et tout. Ils ont sillonné ils ont sillonné le Burkina, et ils ont plus de moyens. Il y avait 21 réformes, en gros, qui étaient mises sur la table, mais après ils se sont retrouvés avec 25 autres réformes qui ont été proposées et tout. Donc, sur tout ça, il y a eu déjà des réflexions. Maintenant, vous venez dans le même sillage, je me demande, c'est pourquoi. Et quand je vois les points de majeur, à part ce que j'ai déjà entendu dans les rapports qui ont été remis, parce que vous avez remis des rapports aussi, des rapports qui ont été remis et au président du FASO et au premier ministre. Ça, le président, il a été lui-même, s'est déplacé, il a remis. Bon, quand je regarde ce qui change, pas au président bon, en tout cas au premier ministre. Au Conseil constitutionnel, il y a la... Moi, je ne parle pas de vous. Je parle de l'ALT. Je parle de son fameux rapport et de ce fameux rapport qui a été remis et tout, qui prend encore les aspirations des Burkinabés sur ces questions profondes-là. C'est-à-dire que quand je prends ça, et je prends le vôtre, le dépassement, c'est président capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez continuer. Donc pour finir, je dis, quand je regarde au fond, je me demande, bon, tout ça, c'est pourquoi. S'il y a tout ce travail-là qui a été fait par l'ALT déjà, est-ce que vous n'avez même pas été consulté lorsqu'il a été fait ce travail? Parce qu'on a dit toutes les forces vives, vous n'y étiez pas? Personnellement, non. Bon, d'accord. Quand ils ont fini de faire tout ça, avec toutes les réformes, les aspirations des Burkinabés, j'ai dit, ils sont partis avec 21. Il y en a 25 autres qui ont été ajoutés. Et si, je pense, plusieurs domaines aussi que vous voulez de la vie. Donc je dis, quand je prends tout ça, et vous revenez dans le même sillage, je regarde le contenu, la seule chose qui change, que je ne vois pas dans le rapport de l'ALT là, c'est capitaine Ibrahim Traoré, vous pouvez continuer. Merci pour le commentaire, juge Baha. Nous sommes en fin d'émission. Ici s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. Donc, je rappelle que nous recevions Aristide Oubida, le président du comité d'organisation de la table ronde Nouvelle Génération Burkina Faso, et Labidi Naba, membre du comité d'organisation. C'était nos convoqués à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, juge Bernard Boukma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Baha, pour les clés de lecture apportées à cette émission. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.